notre candidat à l'élection européenne pour la grande région centre Massif central, Bernard Monod. Comme nous faisons tous partie de cette grande région européenne, j'ai invité les différents secrétaires départementaux des départements de la grande région. Donc il y en a deux qui sont venus. Claudine Lopez, secrétaire départementale de l'Allier. Qui a été élu aux dernières élections municipales, conseillère municipale à Vichy, et Vincent Gérard, secrétaire départemental de l'Audienne, élu à Limoges. Et moi-même, donc, élu à Guéret, avec Mme Gols, aux dernières élections municipales, et pendant les européennes. On avait prévu que M. Louis Alliot, notre vice-président, nous rende la visite. Il a eu un empêchement de dernière minute. Je pense que Bernard vous en parlera. Donc il a été remplacé au pied levé par Jean-Yves Larquin, qui est maire de Verneuil-sur-Mer. Il a la particularité d'avoir été le seul maire réélu, parce qu'il était déjà maire avant les élections municipales de cette année. Il était maire depuis 2008. Voilà. Donc je vous parlerai aussi un peu de son local. Donc sans plus tarder, lui céder la parole. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Oui, comme notre ami vient de nous présenter, j'ai eu l'insigne honneur d'être maire de Vigneux-le-Château, d'être maire Front National, puisque j'ai rejoint le Rassemblement de Marine au moment de la dernière élection présidentielle, et d'être réélu au premier tour avec l'ensemble de ma liste. Et le premier enseignement que je peux tirer de cette victoire, eh bien, c'est quand j'ai décidé d'apporter mon parrainage à Marine Le Pen, puis ensuite d'être candidat aux élections législatives. C'est le son est pas bon, ça me pose. Vous me dites si je parle trop fort. Je peux même parler sans micro si vous préférez. C'est mieux, on va parler sans micro. Même moi je préfère. Je dois avoir des origines italiennes un peu lointaines, alors finalement je suis mieux comme ça. Donc quand j'ai apporté mon parrainage à Marine Le Pen à l'élection présidentielle, puis ensuite candidat du Rassemblement Bleu Marine dans la 3e circonscription du Loir-et-Cher, beaucoup de mes amis, mes collègues maires se sont tournés vers moi en disant « Jean-Yves, tu es bien sûr de ce que tu fais, parce que tu n'as pas l'impression que ça va être un suicide politique. Être Front National dans un petit village, tu as été élu sur une liste d'intérêt local, tu ne te rends pas compte de ce qui va t'arriver, toute la misère du monde va te tomber dessus. » Et je dis, bah, écoutez, c'est mes convictions, les électeurs trancheront, et puis je ne vais pas renier ce que je pense et ce que je crois par opportunisme électoral. La première leçon qu'on peut tirer de cette réélection, que je dois bien avouer brillante, j'avais quand même 2 listes contre moi, c'est un message que je voudrais adresser à tous les élus locaux, à tous les responsables, ceux qui viennent me tirer par la manche en me disant « Jean-Yves, c'est courageux ce que tu fais, je tenais à dire que je suis avec toi, je tenais à dire que je partage tes idées, mais alors moi, m'engager, non, 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 vous comprenez, parce que dans mon travail, parce que dans ma famille, parce que dans ma formation politique, parce que dans mes associations, ça ne serait pas compris, ça ne serait pas accepté. » Donc si je devais paraphraser une phrase de Jean-Paul II, vous vous souvenez de sa phrase célèbre « N'ayez pas peur », eh bien c'est le message que je voudrais donner. Si je peux être un exemple que l'engagement au sein du Rassemblement Le Marine auprès du Front National n'est pas un suicide politique ou un suicide associatif, j'en suis en tout cas le témoin et je serai heureux de transmettre ce message. La deuxième constatation que je peux faire sur ces élections, sur l'ensemble de ces élections, pas la mienne, sur les municipales, et puis sur l'ensemble des scrutins qu'on a connus dans des élections partielles,
c'est qu'aujourd'hui, le Front National et autour de lui est capable de rassembler une majorité d'électeurs et une majorité de Français. Pendant très longtemps, quand on disait on va voter Front National, on disait ah, c'est bien gentil votre histoire. Hein. Au premier tour, vous allez faire un vote protestataire, vous allez un peu ruer dans les brancards, mais de toute façon, votre vote n'est pas utile. Parce qu'au deuxième tour, de toute façon, vous n'existez pas, vous êtes balayé, vous ne pouvez pas gagner. Alors, vous êtes bien gentil avec vos idées, mais quelque part, ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, on a démontré dans les élections municipales, mais on a démontré également en Seine-et-Marne, on a démontré dans le Lot, on a démontré, dans le Lot-et-Garonne plutôt, on a démontré à Brignoles, que l'on fasse 48 ou 52, que l'on ait perdu de justesse ou gagné de justesse, c'est pas ça qui est important. On a démontré que nous étions capables, même si on l'a loupé de peu, de rassembler une majorité de Français. Donc là, ce prétexte du vote utile, nous rejetant de côté et disant que nous n'étions pas capables de rassembler une majorité, nous savons que c'est faux. Et donc, l'avenir, pour nous, c'est de s'inscrire durablement, et même aujourd'hui, Bernard me disait tout à l'heure, les commentateurs politiques disent, bon ben, ok, on est obligé d'intégrer que le Front National et le Rassemblement Bleu Marine sont au centre de la vie politique française et que maintenant, elle va s'organiser autour de lui. Le troisième enseignement que je tire est un enseignement plus personnel, venant de mon parcours politique. Je suis tombé dans la politique quand j'étais tout petit, dans une famille où tout le monde faisait de la politique. Mon père a été pendant 20 ans député d'Angers. Ma sœur a été députée d'Angers également, ministre, puisqu'elle s'appelle Roselyne Bachelot. Vous connaissez peut-être. J'ai été pendant 10 ans leur attaché parlementaire, pendant 8 ans celui de mon père et pendant 2 ans celui de ma sœur. Et on était d'une famille qui était de tradition gaulliste. Et quand j'ai apporté mon parrainage, et quand je suis devenu candidat du Rassemblement Bleu Marine, s'est tourné vers moi en me disant « Ah ben non, pas toi, ah ben non, pense à ta famille, à ceci et cela. » Et j'ai eu à me défendre et à expliquer ma position. Et je pense que c'est tout à fait important par rapport à ces élections européennes. Je récuse ce que les politiques ont fait de l'Europe. Le général de Gaulle, quand j'étais enfant, fustigeait l'idée qu'avaient les centristes de vouloir faire ce qu'on appelait les États-Unis d'Europe, dans lequel on allait dissoudre la France. On allait faire l'Europe en défaisant la France. Qu'est-ce qui s'est passé? D'un côté, le général de Gaulle nous disait « Je veux faire l'Europe des nations. La souveraineté et l'indépendance sont non négociables. » Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a abandonné notre monnaie. On a abandonné notre souveraineté budgétaire. On a abandonné nos frontières pour faire passer les marchandises comme pour faire passer les hommes. Bernard vous expliquera plus tard l'implication sur le plan économique et financier, en particulier sur les banques. Aujourd'hui, nous avons abandonné ce qui faisait la France. Et donc, de ce point de vue-là, je me sens beaucoup plus en phase au sein du Rassemblement Bleu Marine qu'auprès de ceux qui me montrent du doigt en disant « Mais comment se fait-il que tu défendes une autre idée de l'Europe ?» Et puis, je dois dire que le divorce a été complet et absolu au moment du traité constitutionnel et du traité de Lisbonne. Gaulliste de filiation, je me souviens que le général de Gaulle a quitté le pouvoir en 1969 parce que suite à un référendum sur la régionalisation auquel les Français avaient répondu non, je rappelle d'ailleurs au passage à titre anecdotique qu'ils avaient répondu non, là aussi sous l'aimable pression de nos amis centristes, et en particulier Valéry Giscard d'Estaing, qui avait instauré la politique du oui mais en disant non, non, on n'a pas vraiment envie de voter cette réforme.
Suite à ce référendum refusé, le général de Gaulle, qui considérait que le respect de la souveraineté nationale était absolument pas négociable, quelle que soit l'opinion que lui avait sur la réponse des Français, elle était coulée dans le marbre, dans le bronze, plutôt gravée dans le marbre. Il n'était pas question de refuser ce verdict du suffrage populaire. Son respect de la souveraineté était à ce prix qu'il en a quitté le pouvoir. Au moment du référendum sur le traité constitutionnel, les Français ont été consultés par référendum. Vous avez été consultés. Et les Français ont dit non. Ils n'ont pas dit non qu'un peu. Ça a été un non franc et massif, pour reprendre une expression historique. Et qu'est-ce qu'ont fait nos hommes politiques? Ils ont dit, les Français n'ont pas voulu par la porte, et bien ils l'auront par la fenêtre. On va faire un tour de passe-passe, et on ne va plus appeler ça traité constitutionnel, on va appeler ça traité de Lisbonne, et ce qu'ils n'ont pas voulu là, ils l'auront quand même, parce qu'on va le faire adopter par la voie parlementaire. Vous savez, vous connaissez le principe de la remballe dans les supermarchés, quand vous avez de la viande un peu douteuse, un peu avariée, on la rafraîchit, on change l'emballage, on met un nouveau film plastique par-dessus, on change l'étiquette et on dit ça s'appelle traité de Lisbonne. Eh bien c'est exactement ce qu'ils nous ont fait. Les Français avaient refusé le traité constitutionnel. Ah, vous avez un souci. Je vous en prie. Après ça Donc voilà, ils nous ont fait un coup qui est une véritable forfaiture sur le plan intellectuel et sur le plan juridique. On a dénié le droit au peuple français de s'être prononcé sur l'abandon de sa souveraineté. Et donc je dois dire que moi, d'origine gaulliste, ancien responsable de l'UMP, ce jour-là j'ai dit la coupe est pleine. Ils font un truc, j'allais dire, si les hommes politiques étaient responsables devant des tribunaux, je dois dire que le président de la République, les membres du gouvernement qui ont fait ça, les députés qui ont voté ça, seraient tous justiciables effectivement de ce qui s'appelait la forfaiture dans l'ancien. Ils ont trahi la parole du peuple français. Et ce jour-là, moi, à titre personnel, j'ai divorcé de ma famille politique et j'ai retrouvé au sein du Rassemblement Bleu Marine les idées de souveraineté que je pense non négociables et que je sais que vous partagez. Alors ces élections européennes, pour les raisons que je viens d'évoquer, le fait qu'aujourd'hui, les membres du Front National, ses sympathisants, doivent aujourd'hui s'afficher, se montrer. Aujourd'hui, nous savons que nous avons la capacité à rassembler des majorités autour de nous. Nous savons aujourd'hui qu'il y a une échéance qui nous importe. C'est l'échéance de 2017. Nous savons aujourd'hui qu'en 2017, nous pouvons gagner l'élection présidentielle. Ça n'est pas une vue de l'esprit. Aujourd'hui, pas un sondeur, pas un politologue ne peut dire ce que sera le résultat d'un second tour entre Marine Le Pen et François Hollande. Et personne dans la salle ici ne peut le dire non plus. Tellement les idées que nous portons sont maintenant en vogue, et tellement de l'autre côté, le discrédit qui frappe le pouvoir est important. Donc aujourd'hui, dans ces échéances successives, nous avons fait une échéance difficile. Nous avons fait une échéance, tout le monde disait, ah, pour le Front National, les municipales, ça ne va pas être de la tarte. Parce que nous manquions d'implantation sur le terrain. Nous avons brillamment réussi, et vous en êtes là, les témoins vivants, nous avons réussi cette implantation. Maintenant, nous avons 1500 élus à travers la France qui sont les cadres et la structure de notre mouvement. Après avoir passé cette échéance délicate, se présente une échéance plus facile pour nous, il faut bien le reconnaître, les européennes. Mais tout ça s'inscrit dans cette ligne qui doit nous conduire à la victoire de Marine Le Pen en 2017. Et puis je terminerai mon propos, mais Bernard, il n'est pas avec moi, il est parti faire des images un peu plus loin. C'est pas bon les deux, là, on entend du bruit, ça va pas, c'est pas bon, malheureusement. L'échéance européenne
savez, Marine l'a dit, d'être la première formation politique française. Et nous avons les moyens d'y arriver parce que nous avons, aujourd'hui, les sondages nous donnent à égalité, mais nous avons les moyens parce que nous avons les bons arguments, et eux n'en ont pas. Pour les raisons que je viens d'évoquer, nous avons tous les moyens de gagner cette échéance. Et puis, dans cette élection européenne, vous avez une chance. C'est la chance d'être au cœur du débat. Non seulement Massif central, région centre, vous êtes au centre géographique de la France, mais vous êtes au centre des préoccupations qu'une grande partie des Français se posent sur l'avenir de notre pays et sur deux sujets qui sont censés, je suis sûr, ici en Creuse, c'est la même chose qu'en Loir-et-Cher. Quand on me pose des questions, on me dit « Ah, Front National, très bien, c'est parfait, Rassemblement Bleu Marine, on est avec vous, etc. » Au fait, M. Narquin, je voudrais vous poser une question sur la PAC, ça se passe comment? Sur la sortie de l'euro, ça va donner quoi? Et nous savons tous les responsables, nous savons que c'est les deux sujets d'inquiétude de nos concitoyens. Alors vous avez la chance parce que notre région est extrêmement représentative de cette inquiétude. Et puis on a une troisième chance, c'est qu'au cœur du débat, vous avez comme candidat, dans la région Massif central centre, vous avez le conseiller de Marine Le Pen en charge précisément de ces questions. Donc vous ne pouvez pas être mieux placé pour avoir la réponse. Donc aujourd'hui, tous collectivement, nous avons la chance d'avoir Bernard Monod comme tête de liste sur notre circonscription, notre euro-circonscription, et vous allez pouvoir débattre avec lui, vous allez pouvoir entendre toutes les réponses qu'il nous apporte sur ces deux sujets et sur tous les autres, car la question économique est au cœur de cette campagne. Et donc je vous demande d'accueillir Bernard Monod. Bonjour à tous ceux que j'ai pas encore salué, je vous remercie de votre présence. Je vois ça d'un œil très agréable. Je voudrais remercier également Martial Mon pour l'organisation de notre rencontre. La venue, donc, bien entendu, de Jean-Yves Narquin, donc le seul maire FN qui a été réélu de France, il faut quand même le dire, on peut l'applaudir. Je remercie également mes collègues, donc, en priorité les dames, donc Claudine Lopez qui vient de l'Allier. Merci à tous. Alors, on va commencer cette intervention en s'excusant, malheureusement, hélas. Donc Louis Alliot n'a pas pu être présent. Vous allez être aussi agréablement surpris. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a un impératif diplomatique qui est tombé vendredi. Marine Le Pen et Louis Alliot, en tant que conjoints, ont été invités à la Douma à prononcer une allocution. À la Douma, c'est en Russie. C'est l'Assemblée nationale russe, enfin plutôt le Sénat, le Sénat russe. Donc elle a été invitée très rapidement en début de semaine à participer à ça, et donc il ne pouvait pas s'exclure de ce déplacement protocolaire. Voilà, donc il s'en excuse auprès de vous, par mon intermédiaire, et donc en urgence, j'ai invité notre ami Jean-Yves à venir nous soutenir. Voilà. Et merci, désolé pour son absence. Alors, qu'est-ce qui me conduit à être parmi vous et devant vous ici? Bien, c'est parce que notre sujet est prolongé, parce que je suis venu vous parler de votre région et parce que je pense que votre avenir est menacé. À quel point? Je vais vous rentrer dans le détail un petit peu plus loin, mais je voudrais quand même vous dire, avant d'aller plus loin, me présenter, parce que vous allez vous dire, mais qui c'est celui-là? Alors, jusqu'à présent, au Front National, je suis actif, mais dans l'ombre depuis environ 2005-2006, ça fait un peu plus de 9 ans maintenant. Je suis dans l'ombre, je suis l'économiste stratégiste du Front National qui a réécrit, pas seul, on était deux, je suis co-auteur du programme économique
du Front National.